1, 2, Eva. Eva. Ça a bien été. Viens, mon chéri, on y va, là, c'est sérieux, là. Oui. Là, on va savoir son poids, puis on va voir son petit pied. Oui, mais avant de vous dire une chose, d'abord, ils vont vous poser quelques questions. Oui. Vous ne répondez qu'aux questions. Mettez-en pas plus les clients en main. OK. Quand on confie un enfant, ne serait-ce que pour le faire garder quelques heures par une gardienne, on vérifie toujours, hein, on la rencontre, cette gardienne-là, on prend des références. Un enfant, même s'il est adopté à l'étranger, à l'autre bout du monde, cet enfant-là a eu des parents biologiques qui ont décidé de confier, ils ont décidé de confier leur enfant, ils avaient leurs propres raisons. Mais ce qu'on sait, c'est qu'eux souhaitaient que leur enfant aille dans un milieu familial adéquat, s'imposer. Sauf qu'ils ne peuvent pas faire, eux, de vérification. Alors, c'est un peu à nous à le faire et c'est par le biais de l'évaluation psychosociale qu'on vérifie les capacités parentales des futurs adoptants. Gisèle était très soulagée après cette rencontre parce qu'elle est célibataire. Et il faut savoir qu'il s'agit souvent d'un obstacle difficile en adoption internationale. D'abord, dans leur propre pays, les célibataires doivent avoir une évaluation psychosociale absolument impeccable pour obtenir l'autorisation d'adopter. De plus, plusieurs pays hésitent à leur confier un enfant, surtout s'il s'agit d'un nourrisson. Avec qui est-ce qu'il va la garder? OK. Et puis je suis bien bonne, je leur ai tout dit que c'était ma mère qui garderait. OK. Ou 4 avec les personnes qui adoptent, soit que ce soit une personne célibataire ou un couple. Et les points sur lesquels porte cette évaluation-là sont les motivations que les gens ont à adopter, leur histoire, leur personnalité, comment fonctionne le couple, sa relation, s'ils ont des enfants, c'est quoi les relations par enfant. Alors, on va rencontrer la famille et les impacts que va avoir cette adoption-là sur la famille immédiate, mais aussi sur la famille élargie. Bien, je posais des grosses questions. Pourquoi est-ce que je voulais avoir un autre enfant? Puis moi, ben, si j'en voulais un autre, j'avais un garçon, je voulais avoir une fille, je voulais avoir le couple. Puis, ben là, c'est ça, il hésitait un peu, il hésitait trop. Ça me faisait comme peur, là, avec le grand voyage qu'on avait fait. J'ai expliqué que je voulais avoir... Je voulais pas partir à l'aise, je voulais repartir avec mon enfant, parce que faire ce grand voyage-là, puis ça m'intéressait pas, sauf que ça m'a fait peur. Vous avez remarqué comment écrire sa décision avant même qu'elle pose des questions. Ah oui? C'est vraiment une formalité. Ils ont déjà analysé le dossier. Et d'ailleurs, le dossier avait déjà été analysé parce qu'à un moment donné, elle posait la question. Enfin, dans 24 heures, nous allons tenir dans nos bras cette petite fille qui nous était destinée depuis toujours. Nous en sommes absolument convaincus. Pourquoi elle et pas une autre? Pourquoi vient-elle de Chine et nous du Québec? Dans cette dernière nuit qui nous sépare, on ne peut s'empêcher de penser à tout ce qu'elle va enrichir dans notre vie, cette petite fille, déjà toute imprégnée de culture chinoise. À mon avis, la culture n'a pas de frontières. Les qualités d'un peuple non plus. Mais il faut dire que, isolément, chaque peuple a ses avantages, ses qualités, a ses points faibles. Les Chinois aussi, et les Occidentaux aussi. Mais s'il s'agit d'un métissage culturel, chaque peuple qui absorbe autant que possible les points forts d'un autre peuple et les points faibles, n'est-ce pas, pour essayer de combler les points faibles, ce sera un autre atout. Très bien, hein? Elle apprend 3 langues, l'italien, le français, l'anglais, tout en même temps. Elle est un peu mêlée présentement, mais ça va tout être clair ici une couple d'années. C'est ça, tu sais. Puis, ben, tu sais, elle a les grands-parents qui lui parlent en italien, les oncles, les tantes. Alors, tu sais, elle va être finalement chinoise, italienne, canadienne.
Chinois ont un sentiment un peu complexe, à vrai dire. Hein. Bien sûr, personne ne veut donner les enfants, ses enfants aux autres, ça c'est sûr. Mais comme on dit, les enfants, ce sont les fleurs de la nation. Hein. Tout le monde aime que ces fleurs s'épanouissent bien dans son propre jardin. Mais maintenant, s'ils savent qu'il y a des voisins qui aiment beaucoup ces fleurs-là et qui n'ont pas de fleurs, qui veut aussi laisser épanouir même mieux que dans son propre jardin, pourquoi pas? Ce que les petites Chinoises ou les petits Chinois font dans les familles québécoises et dans notre société, pour moi, c'est qu'ils sont en train d'un peu démystifier le mur qui existe souvent entre les cultures. D'une part, dans nos familles, dans chacune de nos familles, il y a de plus en plus de petites Chinoises. Dans ma famille, à moi, les gens, certaines personnes avaient beau peut-être avoir des préjugés multiculturels. Là, il y a une petite Chinoise dans leur vie, tu sais. Alors déjà là, il se fait comme un changement d'attitude. On a des amis, on a des relations, on va magasiner. Toutes ces petites familles-là ont un rayonnement qui s'étend plus que juste la petite famille elle-même. Ce sont des immigrants extraordinaires, ces bébés-là, parce qu'ils sont vraiment l'équivalent de naissance, des naissances déficientes que nous ne faisons pas. Je dis qu'ils sont l'équivalent parce que, contrairement aux immigrants plus âgés, premièrement, ils sont assimilés automatiquement. Il n'y a pas de problème d'intégration, d'assimilation. Ils vont être intégrés dans leur famille et il n'y aura plus de problème. Deuxièmement, ils sont jeunes et ça contribue au rajeunissement, enfin au moindre vieillissement de la population future, parce qu'on dit souvent que les immigrants contribuent à ça, c'est pas vrai, ou à peu près pas vrai, mais les jeunes enfants, les jeunes bébés immigrants le font, ils sont tout à fait l'équivalent de naissance qui nous viendrait d'ici. Devant dans les bois faits, la vaisselle cassée fait, et les pieds mouillés font. Flic, flic, flac, mais boum! En 1991, Serge et Marie sont allés adopter Félix, un petit garçon chinois de la ville de Yuxi, près de Yangzhou. Lors de cette adoption, il y a eu plusieurs imprévus parce qu'il arrive rarement que la Chine propose des petits garçons orphelins à des parents étrangers. Nous étions 3 couples et on nous avait prévenu qu'ils arriveraient avec 4 enfants. Donc, on s'est dit, mon Dieu, mais pourquoi ils arrivent avec 4 enfants, tu sais? Alors, bon, l'interprète et Mme Lou, qui était la directrice de l'orphelinat, présente d'abord le premier enfant au premier couple, le deuxième petite fille au deuxième couple. Et arrivé à notre enfant, et les enfants sont toujours pas là, hein, sont dans un car à l'extérieur. Et arrivé à la description de notre enfant, bon, on trouvait que ça prenait du temps, j'ai à Serge, elle parle donc bien longtemps, c'est plus-tu? Et finalement, l'interprète dit, traduit, puis elle dit, bon, écoutez, on a des hésitations à vous laisser le petit garçon qu'on vous a proposé parce que, semble-t-il, il y aurait des problèmes de digestion. Donc, on vous a amené une belle petite fille qui est aussi belle que le petit garçon. Vous allez voir, on va vous montrer les 2 photos. Alors là, ça allait trop vite là, dans notre tête. La panique s'est installée parce qu'on s'est dit, voyons, on s'en vient pas choisir un enfant, on s'en vient chercher un enfant qui nous était destiné. Puis là, ils sont en train de nous dire qu'on n'a pas le petit garçon de 3 mois et demi qu'on devait avoir, mais qu'on va avoir une petite fille de 10 mois. Et du coup, je dis à Serge, je dis quelque chose, moi, je suis pas capable de réagir. J'ai réagi, là. C'est mon cœur, littéralement, qui a parlé. Je me suis approché de la directrice de l'orphelinat, puis j'ai tenu les mains, puis j'ai dit, peu importe ce qu'il a, peu importe ce qu'il a, je vais vous signer toutes les lettres de décharge. C'est notre fils. Puis c'est avec lui qu'on va partir. Je veux dire, on a traversé mer et monde pour venir ici. On va partir avec Félix. Je veux dire, c'était très clair dans mon esprit que Félix s'en revenait avec nous. Un camion. Tu as apporté ton camion? Quel camion? Un camion poubelle. Tous les gens qui vivent dans le monde rural préfèrent les garçons pour une cause très pratique. Hein? Parce que là-bas, comme il n'y a pas encore un système d'assurance sociale déjà assez perfectionné, donc les familles paysannes dépendent de leurs garçons pour assurer le vieillissement de leurs parents.
Donc, prendre femme, ça veut dire ajouter 2 bras dans la famille. C'est pratique. Tiens, Philo. Vas-y, mon bonhomme. Lequel tu veux que je dessine en premier? Pierre ou Céline? Je vais dessiner Pierre. C'est très bien adapté. Il n'y a pas eu de problème sérieux de santé. Il a attrapé une varicelle dans les 6 premiers mois. Mais après, je veux dire, il y a énormément de tonus. C'est un enfant qui est très alerte, très curieux. C'est le plus bel enfant du monde. Le progrès social est évident. Et il y a surtout, avec l'ouverture et la réforme, il y a beaucoup de progrès dans le domaine économique. Mais si on continue d'avoir toujours un Canada chaque pays, comment nourrir cette nouvelle population? Donc, à mon avis, cette politique en matière de démographie, ça c'est pour la survie de la Chine. Bien sûr, il y a quelquefois conflit d'intérêts entre famille et l'État. Nous retournons en Chine tout de suite après la pause. 21h à Historia. Parle-moi donc de ta fête. Ce guide voyage vous est présenté par les meilleurs. Puis après ça, j'ai aussi été impliqué dans la formation, moi, d'entreprises, de plusieurs entreprises que j'ai formées, que j'ai vendues. Et puis, suite à ma dernière expérience, je devais arrêter tout simplement de m'en aller dans le domaine des affaires. Au contraire, je me suis formé à une autre entreprise que j'opère depuis à peu près 1 an. Il faut être très réaliste. Il faut que les gens hors d'Éthiopie et en Éthiopie prennent conscience de la situation ici et réagissent. Donc, ce qu'on laisse en Chine, ce n'est pas pour l'enfant qu'on ramène, mais vraiment pour ceux qui restent. Ça. Non. Thank you from the bottom of our hearts to you for your donation. The amount is $3,000 donation you made. And wish you and your family happiness and everything goes smoothly with you. That's it. Ce qu'on donne à la Chine, que certains appellent le prix d'achat des bébés, bon, ma foi, on compense pour les soins qu'ils ont donnés à ces enfants-là depuis qu'ils sont nés, finalement, pas beaucoup plus. Hein. Alors, ma foi, et ça, quiconque aurait eu un enfant ici sur place aurait eu à acheter des couches, à acheter du lait spécial pendant 1 an. Et ben, ma foi, qu'on donne un peu l'équivalent aux pays, aux orphelinats qui nous confient leurs enfants, ma foi, ça me paraît juste payer pour les frais qui ont été encourus pour des enfants qui nous appartiennent désormais. Il y a 2 façons d'adopter au niveau international. Certains pays, comme la Chine, exigent de procéder avec des organismes d'adoption reconnus, alors que d'autres pays autorisent l'adoption privée. Dans notre groupe, il y a des couples qui ont expérimenté les 2 démarches. Charlie vient du Chili. Il est né le 28 octobre 90. Alors, on a su, parce qu'on a fait affaire avec une travailleuse sociale, elle nous a téléphoné pour dire, bon, il y avait un enfant qui était pour naître, de donner 2 noms de garçons ou 2 noms de filles. Là, on a su qu'il était né. Alors là, j'étais tout énervée, je dis, quand est-ce que je pars? Parce que je faisais ça en privé, alors il n'y avait pas de directive réelle. Alors, au bout de 10 jours, j'ai dit, mais je m'en vais, là, je ne sais pas quoi faire. Alors, je suis partie au Chili. Je suis partie avec des valises pour 3 semaines, parce que je prévoyais 3 semaines pour tout finaliser les papiers. Lui restait ici pour pousser les fonctionnaires.
Et ça peut aider. Malheureusement, il y a eu des petits pépins là-bas au point de vue juridique. La juge a assez mal entendu avec la travailleuse sociale. En fait, elle a annulé l'adoption. Il a fallu que j'aille en cours d'appel et je suis restée 3 mois. À présent, Miguel, il y a 8 ans et demi. On est allé l'adopter en Bolivie. Ça fait déjà 3 ans et demi. C'est en novembre 90. C'était une adoption privée, ce qui nous amène à dire que c'est nous qui devions trouver des contacts, faire nos démarches, s'organiser avec le pays pour savoir c'était quoi leurs exigences, puis cadrer là-dedans. Tout se faisait de par nous-mêmes. Non, c'est pas complètement terminé. On nous dit que le jugement final a été rendu, supposément qu'il devrait s'en venir. On devrait l'avoir sous peu. Malheureusement, là, au moment où on se parle, c'est pas arrivé. Puis avec la Bolivie, ben, on n'a pas de contact fréquemment. Alors, on l'attend prochainement. On a bien hâte que ce soit réglé parce qu'après 3 ans et demi, ça nous amène à avoir un certain stress face à ça. Pendant plusieurs mois aux Philippines, j'essayais avec des contacts privés que j'avais. Ensuite, au Guatemala, la même chose avec des pères trinitaires qui œuvrent là-bas. La Roumanie, c'est un petit peu différent parce que pour la première fois, je faisais appel au service d'une agence d'adoption, mais c'est une agence qui démarrait à ce moment-là. Donc, qui a péché par optimisme et qui promettait des dizaines d'enfants dans des délais très courts et ça ne s'est pas matérialisé. Et puis finalement, je suis allée chercher Dominique en Chine en décembre. La petite, elle, on a procédé à travers une association. Alors, pour tout ce qui était paperasse ou contact ou quoi que ce soit de genre-là, on avait toujours une personne ressource à quelque part. On n'avait pas besoin de se demander si tout était en ordre. On avait juste un coup de téléphone à donner, puis c'était parti, tout se déroulait normalement. Disons que ça met beaucoup de pression au niveau de l'adoption parce que c'est des groupes de personnes. Alors, quand ça vient le temps d'entamer des démarches, c'est plus pesant 40 personnes que 2. Alors, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus facile. Pour Yanni, en fait, on a eu quand même une attente de 7 ans, donc en fertilité. Puis après ça, en janvier 90, on avait pris la décision d'arrêter la fertilité. En décembre 89. En janvier 90, on a eu un contact. Il y a quelqu'un qui m'a donné le nom de Pierrette Malo, qui s'occupait à ce moment-là d'adoption en Chine. Puis on l'a contacté. On n'a pas eu vraiment de nouvelles, vraiment, là, avant le mois d'août 90. Puis 3 mois plus tard, on avait Yanni. On a adopté Yanni en décembre. Puis c'est sûr que l'adoption de Yanni, c'est notre premier enfant, hein, fait que c'était quand même très énervant parce que tu n'es jamais sûr d'avoir ta fille jusqu'à ton retour de la Chine avec dans tes bras. Mais avec Maud, on a fait affaire avec la Société d'adoption des enfants du monde. Puis c'est plus facile qu'au Chili. On s'était inscrit, ça a bien été. On a monté le dossier, mais lorsqu'on a fini le dossier, il y a eu des problèmes au point de vue politique au niveau de l'adoption. Alors, c'était... On a... l'hôtel de Maud avec ma campagne. Oui, quand on est allé avec Québec-Chine. Oui. Mais là, c'est que la Chine a arrêté. Alors, il a fallu que... Ça a pris 1 an et demi avant qu'on parte. Et puis là-bas, ça a bien été... Quand on est parti, ça a pris 2 semaines, puis après, tout était finalisé et on a pu revenir pour Noël. Pour Léane, c'est différent. Léane, disons que... On voulait un enfant plus vieil. On a fait la demande 3 ans plus tard. Puis notre dossier était complété en février. Puis 1 an plus tard, on allait chercher Léane. C'est quand même assez difficile, hein, c'est sûr, parce qu'on t'as toujours une attente, t'as hâte de voir l'enfant et tout ça. Sauf que nous, on était quand même gâtés, parce que y a des parents qui sont allés chercher leur enfant au mois de décembre. Et ces gens-là ont été assez gentils pour prendre une vidéo de notre fille. Fait que la journée de Noël, ils nous ont donné une vidéo, l'émotion. Puis on a vu Léane pour la première fois, pour la première fois. Et c'était un beau cadeau de Noël. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Bonjour. 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 Michel. Michel, c'est ça. Les organismes d'adoption agréés offrent aux parents plus de support et de protection que l'adoption privée, même pour les crevaisons.
ça nous prend un certain minimum de parents qui doivent adopter chaque année pour couvrir les frais de la société. S'il n'y a pas ça, c'est évidemment, on doit être à la recherche d'argent. Donc, à un moment donné, chaque société devrait avoir plusieurs pays pour couvrir les frais. Peut-être qu'à un moment donné aussi, il y aura fusion entre certaines sociétés pour que les sociétés puissent subvenir à leurs besoins financiers, définitivement. Je pense que c'est, à un moment donné, c'est là vers ça qu'on s'en va. Le ministère des Affaires sociales, depuis quelques années, donne son agrément à certains organismes qui peuvent ouvrir dans l'adoption internationale. Et ça a eu comme effet, et tout le monde va s'entendre là-dessus, de vraiment réduire les listes d'attente. Ils ont vraiment évacué le problème, parce que c'était un problème, l'adoption. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas une sœur, un frère, une cousine, qui a attendu 10 ans avant d'avoir une proposition? Selon dans les deux pays, Chine et Russie, c'est entre 550 et 600 adoptions finalisées. Je n'ai pas le chiffre exact, là. Et puis on a environ 175 à 200 couples qui sont en attente là, présentement, puis il y en a une centaine là, qui vont avoir leur bébé bientôt. Il faut dire qu'il n'y a jamais eu d'échec. Chaque couple qui se sont inscrits à la société sont tout le temps revenus avec un enfant. Ça, c'est très important, puis ça, on en est très fiers. Les organismes agréés ont évacué ces listes d'attente-là en ouvrant des portes et en établissant vraiment des relations personnelles avec les autorités des autres pays d'une façon, je dirais, plus efficace que les gens qui sont en place actuellement. On peut essayer d'améliorer les choses. Exemple, on essaie de modifier les délais, c'est de les raccourcir, d'éviter des procédures. Je pensais au test que faisait l'Immigration du Québec sur la capacité financière des gens. L'argument est peut-être un peu simpliste, mais je veux dire, on ne demande pas aux gens qui ont des enfants s'ils ont la capacité financière d'avoir des enfants. Alors pourquoi le demande-t-on aux parents adoptants? Je veux dire, c'est des attitudes qui se sont développées et qu'on essaie de modifier. Pourquoi? Ben, ça a enlevé 2-3 jours de procédure, ça a éliminé des choses. Les parents, on est comme pris en otage vis-à-vis ça. Il faut absolument constamment produire et reproduire la tonne de papier pour les différents intervenants. On a juste à penser, par exemple, au secrétariat d'adoption internationale, Immigration Canada, Immigration Québec, ministère de la Justice, directeur de la protection de la jeunesse, assurance maladie, allocation familiale, allocation pour la famille, et avec le nouveau super emmerdant, le directeur des lois civiles. Tous ces papiers-là, il faut toujours les produire. Pourquoi le rôle du secrétariat d'adoption internationale ne serait pas révisé de façon à ce que quand ça soit vraiment un guichet unique, tu arrives là, tu dis, OK, je suis en processus d'adoption. Pourquoi eux ne s'occuperaient pas de toute cette paperasse-là, être capables de diffuser ça à travers les systèmes? Aujourd'hui, on parle d'autoroute informatique. Puis, mon Dieu, il me semble qu'on s'en va en contresens quand il s'agit de gouvernement. On a juste à penser qu'en Chine, les procédures, ça dure une semaine. En moins d'une semaine, je pense qu'on a tous nos papiers pour revenir, à part les autres procédures à Pékin, qui sont les procédures de retour, qui sont demandées par nos autorités ici. Mais l'adoption, là-bas, ça se passe en une semaine. Il y a sûrement quelque chose à faire sans faire des programmes de subvention pour l'adoption. On a juste à penser aux hommes d'affaires, aux médecins, aux avocats qui ramassent des factures partout parce qu'ils donnent ça à leur comptable. C'est déductible d'impôts. Il n'y a pas beaucoup de frais qu'on peut déduire de l'adoption. Pourtant, ça va faire des petits Québécois pur laine. La conclusion de cette belle histoire, tout de suite après la pause. Peu importe le nombre d'utilisateurs sur notre réseau d'accès, composez le 310 8 vite ou faites le www.bell.ca/vite 8. C'est incroyable. Les bébés arrivent. Quelle surprise! Il s'en va à la chambre de Laurent.
peut pas se promener avec les Ah oui, oui, la distribution a commencé. Je pense, parce que j'ai pas assisté non plus à un accouchement naturel, que c'est aussi énervant qu'un accouchement. Les petites filles sortaient sur le trottoir, on était dans l'hôtel au 12e étage, puis les bonnes apportaient les enfants par ascenseur. Fait que là, quand les ascenseurs ouvrent, c'est la naissance. C'est assez, oui, assez émouvant. Je ne recommencerai pas demain, mais peut-être après-demain. J'ai eu la même sensation que quand ils m'ont mis Pierre-Olivier dans les bras après mon accouchement. C'était, ça montait, là, la même chose. C'est exactement pareil. Puis effectivement, j'ai dit merci mon Dieu, c'est exactement ça, comme ça que je voulais que ça se passe. Alors j'ai été vraiment comblée à tous les points de vue. Hein? Arrête de pleurer quand on regarde. Quand ils viennent, là, puis ils nous donnent l'enfant dans nos bras, là, ça, c'est quelque chose à vivre. Je pense que ce moment-là, là, personne ne peut l'oublier. Puis c'est un moment tellement fort là, qu'ils viendraient dire qu'ils se sont trompés là, après 2 secondes, 3 secondes. Ils viendraient t'enlever l'enfant dans les bras, là, puis tu dirais non. Ça se peut pas, c'est le mien, puis je le garde, c'est la nôtre. Le contact, c'est magique, c'est fantastique. J'ai trouvé ça même, wow. C'est incroyable, hein? On ne sait pas jusqu'à quel point c'est pareil. Il n'y a pas de différence là, notable là, entre le fait d'avoir eu un enfant naturel ou d'avoir adopté un autre enfant. Ça a été une crainte qu'on a eue avant. Je pense que c'est inévitable. Mais quand on regarde ça après, là, on se dit, mon Dieu, c'est identique. Tu as les mêmes joies. Ça nous a comblés de la même façon que l'arrivée de Pierre-Olivier. Ça a été pareil. Ah, dis bonjour à papa. Papa au téléphone. Elle regarde le téléphone, mais ça va pas faire. Sais-tu que Hélène, oui, très bien. Sais-tu que Hélène, j'espère qu'elle va aimer ça. Hélène, on va t'aider à aimer. Cet enfant-là, je pourrais pas l'aimer plus que si c'était mon enfant biologique. Je suis certaine que l'amour que je lui porte, là, il n'y a pas d'amour plus fort que ça. La première fois, je suis allé avec ma femme. La deuxième fois, je suis allé seul. Alors, ça, oui, c'est une différence énorme parce que le niveau de partage et responsabilité dans le cheminement, bien sûr, j'absorbais tout ça. Alors, dans ce sens-là, c'est un niveau différent. Ce que je peux vous dire, aujourd'hui, dans mes bras, c'est très heureux parce que ça a été très difficile de ne pas avoir été là-bas et m'en occuper la première. C'est comme si je n'avais pas accouché. On a
juste à penser au banquet. Il y a certaines fonctions dans le banquet où, bon, ils font des toasts en l'honneur des Québécois qui viennent chercher leur enfant. Alors, il faut savoir un petit peu là, quelles sont les étapes, qui doit se lever, puis à quel moment prendre son verre. C'est un petit peu un protocole qu'il faut apprendre avant de partir. On pense aussi quand remettre le cadeau, parce qu'il y a des traditions à remettre le cadeau. Eux, ils ont comme tradition de nous recevoir. Nous, il faut les recevoir aussi. Alors, toute l'organisation de ces banquets-là, c'est des choses protocolaires, mais qui se déroulent relativement très, très bien. Il ne faut quand même pas considérer les pays donataires comme des espèces de comptoirs marchands où on peut aller acheter des enfants comme on veut. Moi, je pense qu'il faut être très reconnaissant à l'égard de ces pays-là qui, pour toutes sortes de raisons, diverses d'ailleurs, suivant les pays, décident de confier des enfants à l'adoption de personnes qui habitent à l'étranger. Je pense qu'il nous faut un cadeau extraordinaire en faisant ça. Moi, je pense souvent à la mère de cet enfant-là qui l'a porté pendant 9 mois. Je la connaîtrai jamais. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas où elle vit. Je ne sais pas dans quelles conditions. Peut-être que c'est mieux que je ne le sache pas non plus. Mais enfin, je garde quand même un sentiment de reconnaissance très profond à l'égard de la Chine en général, des Chinois et particulièrement des parents et de la mère de cette fille-là. Je trouve que c'est un cadeau extraordinaire qu'elle nous a fait. Ça, je n'oublierai jamais ça. Après quelques jours inoubliables à Yangzhou, c'est déjà le moment de partir. Laurent, notre chef de groupe, s'assure que tout est en règle. Ça a commencé à 2 heures. Elle a un bois. La gang à Levalo. Cela nous donne plus de temps pour échanger amicalement avec le personnel de l'orphelinat et de l'hôtel. Jeannot est le premier à monter à bord de l'autobus qui, cette fois, doit nous mener à l'aéroport de Nanjing, d'où nous prendrons l'avion pour Pékin. Dans la cour de l'hôtel, notre départ bouleverse les sentiments des Chinois qui semblent déchirés à la pensée que ces enfants partent à jamais de leur pays. Nous sommes tous touchés par l'émotion du moment. Et nous espérons vraiment qu'ils savent que ces petites filles ont enfin trouvé une famille dans laquelle elles grandiront, entourées d'amour. À l'aéroport, en attendant notre départ, les jeunes filles regardent avec envie nos bébés. En raison du contrôle des naissances, elles devront attendre l'âge de 26 ans pour avoir un enfant. À Pékin, Jeannot impressionne beaucoup ces petites Chinoises qui n'ont pas souvent l'occasion de voir un papa en fauteuil roulant qui berce son bébé. D'ailleurs, malgré la barrière de la langue, les Chinois nous témoignent toujours beaucoup d'amitié. Et on sent qu'ils aimeraient vraiment en savoir plus long sur notre histoire d'adoption. Mais d'autres formalités nous attendent et nous voulons revenir à Montréal absolument pour le temps des fêtes. Laurent tente de convaincre l'ambassade des États-Unis de nous délivrer un visa de transit en quelques heures. Il est toujours très efficace. Mission accomplie. L'État épargne énormément parce qu'il y a des coûts reliés au suivi de la maternité. On pense aux coûts de santé, ce que ça coûte une femme enceinte. Il y a plein d'amis dans la classe qui le font, ça que je vais de la faire. Hey, hey, change de temps. Plein d'amis, laisse faire les amis. Tu me fais ça ou tu feras un V, comme faut.
Dernière formalité angoissante, il faut vérifier l'état de santé de nos petites filles à l'hôpital. Heureusement, tout est normal et nous pouvons enfin songer à repartir pour Montréal juste à temps pour Noël. Vous devriez remettre les cartes de douane à la sortie après avoir pris vos bagages.